Bienvenue dans le souk de Salalah. Nous sommes au sultanat d'Oman, dans un marché pas tout à fait comme les autres, spécialisé dans la vente de l'encens. On utilise l'encens blanc comme médicament pour le ventre ou la poitrine. Il est très précieux. Et celui-là, le noir, on le brûle ou on le mélange avec du parfum. Il est sublime. Cet encens, on le purifie et on le trie. Il est récolté sur l'arbre à encens. Ensuite, on nous l'apporte et on l'achète en gros. C'est ainsi, grâce à Dieu. On achète de l'encens et on le revend. Le sultanat d'Oman se trouve dans le sud de la péninsule arabique, à la limite du mythique désert du Roub al-Khali. C'est ici que pousse le Boswellia sacra, l'arbre à encens. En Europe, l'encens évoque surtout la liturgie chrétienne. Dans la Bible, l'encens fait partie des cadeaux apportés à l'enfant Jésus par les rois mages venus d'Orient, avec l'or et la myrrhe. Arabia Felix, l'Arabie heureuse. C'est ainsi que les Romains surnommaient le sud de la péninsule, région riche et fertile, et terre d'origine du précieux Boswellia. Leurs prêtres, et avant eux, ceux des Grecs et des Égyptiens, utilisaient l'encens comme offrande pour les dieux et divinités. Mais pendant des siècles, les lieux de récolte et les méthodes de production de l'encens sont restés un secret bien gardé. L'Ouadi Hogar, zone reculée de la province du Dhofar, se trouve dans l'extrême sud du sultanat. C'est sur ce sol dénudé que poussent les arbres à encens les plus vieux et les plus productifs. Ils sont exploités depuis la nuit des temps. Pour Ahmed bin Saïd et son fils Bahit, la récolte commence au printemps. Ils accompagnent leurs efforts par un chant répétitif et scandé. Regarde, tu vois, je commence comme ça. La résine sort immédiatement et je détache l'écorce de cette façon. Après, j'incise à ce niveau-là. Cette première incision s'appelle toka. Pour l'instant, il fait encore froid. Il va falloir attendre une vingtaine de jours pour récolter la résine. Plus tard dans la saison, ça ne prend que 15 jours. Il y a 5 étapes à respecter pour la récolte. Et après, le travail est fini. C'est le kaitem? Oui, le kaitem, la fin de la saison. On travaille pendant 6 mois. 3 mois au printemps jusqu'au début de l'été et 3 mois au moment de la mousson, le harif. Le kaitem coïncide avec la fin de la mousson.
Les gens peuvent alors rentrer chez eux car la récolte est finie. Quand arrive le mois de mars suivant, on recommence les incisions et c'est reparti. L'encens récolté à la fin de l'été et à l'automne est plus pur et plus recherché. Il est cher alors? C'est le meilleur de tout le sultanat. Tu ne trouveras nulle part ailleurs cette qualité d'encens. Celui-là, si tu le fais brûler, il va fondre et parfumer ta maison tout entière. Les meilleurs arbres fournissent entre 3 et 10 kilos de résine d'encens par récolte. Il faut ensuite les laisser se reposer pendant plusieurs années. Celui-ci produit tellement de résine qu'on le surnomme la vache à lait. D'ailleurs, on dit souvent « rendez-vous à la vache à lait ». Il est temps que j'aille me reposer un peu. Dans quelques jours, j'irai récolter la résine sur un autre arbre. C'est notre quotidien, et c'était déjà celui de nos parents avant nous. Rien n'a changé. Tu sais, papa, j'en ai marre des arbres en encens. Mais ce n'est plus à nous de te nourrir. On travaille pour toi depuis ta naissance. Tu ne veux pas faire la même chose pour nous. C'est ton tour maintenant. C'est un travail dur, vraiment épuisant. Je travaille avec mon père. Il ne me laisse pas le temps de me reposer. Même quand je fatigue, il me dit de continuer. Les premiers temps ont été très pénibles, au point que je suis resté 2 ou 3 jours sans pouvoir bouger la main. Puis j'ai récupéré, j'ai pu reprendre le travail, et maintenant ça va. Grâce à Dieu, je peux travailler normalement aux côtés de mon père. Je vis et je travaille ici, même si ma famille n'est pas originaire de cette région. Mais mes grands-parents et mes parents vivaient déjà de l'encens. Alors j'ai suivi leurs traces. Au début, j'ai travaillé pour gagner de l'argent en vue de me marier. Puis je suis venu habiter ici avec ma femme. On vit par la grâce de Dieu et de l'encens. Ahmed bin Saïd a quitté les grottes bédouines de l'Ouadi il y a une vingtaine d'années. Il vit aujourd'hui dans un village à 2 heures de voiture d'ici, avec ses nombreux enfants et petits-enfants. Ici, c'est ma réserve de provisions. J'avais même quelques récipients d'eau, mais la dernière crue les a emportés. Les enfants appellent cet endroit le magasin de papa. Je ne demande rien à personne. Je vis de mon labeur. C'est un travail respecté, glorifié. J'ai beaucoup de chance. Gagner 100 rials grâce à l'encens, c'est bien mieux que de gagner 1000 rials avec un autre commerce. Certains arbres produisent beaucoup, d'autres moins. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on considère la récolte dans son ensemble. Ces arbres sont aussi différents que les 5 doigts de la main. Certains sont de vraies vaches à lait, tandis que d'autres ne fournissent qu'un tout petit peu de résine.
À une époque, je transportais l'encens moi-même jusqu'à Taka. Il fallait marcher 5 jours et souvent pendant une bonne partie de la nuit. Aux portes de la ville de Taka se trouvent les maisons de commerce auxquelles Ahmed livrait autrefois sa récolte. La petite agglomération se trouve sur la côte de l'océan Indien. Pour vendre la récolte, il faut aujourd'hui se rendre à Salalah, à 40 km de là. Capitale de la province du Dhofar, Salalah a toujours été le centre névralgique du commerce dans la région. Après avoir longé d'innombrables boutiques de tailleurs, on atteint le vieux souk, paradis du commerce de l'encens. L'offre est extrêmement variée. On distingue 4 qualités d'encens et le prix peut varier considérablement en fonction de la région d'origine et de l'époque de la récolte. L'encens le plus fin est vendu environ 10 rials le kilo, soit une vingtaine d'euros. Tout près de là, on extrait les essences pour confectionner de savantes préparations. L'huile essentielle issue de la résine d'encens permet de créer des mélanges de senteurs ensorcelants. On mélange les senteurs. Certains clients veulent choisir leur propre composition et on les guide dans ce choix. Celui-ci, c'est le mélange le plus précieux. Il coûte 10 rials. On associe aussi des arômes à base de bois de oud, de santal ou d'autres plantes. Lequel est le plus demandé? Le bois de santal. Ces différents produits sont vendus dans les boutiques de luxe du centre commercial flambant neuf de Mascate, la capitale du sultanat. Le sultan d'Oman, Qaboos ibn Saïd, a même eu l'idée de créer Amouage, l'un des parfums les plus chers au monde, à base d'encens, de roses et de myrrhe. Je vous conseille Oubar, un parfum idéal pour le matin. Il a des touches de cyclamène et de jasmin. Il mêle des notes de muguet, d'ylang-ylang, de rose, sur une base de bois de santal, d'encens et de myrrhe. Amouage sélectionne les essences les plus fines. Si le parfum est mis en bouteille à Oman, la composition du mélange se fait à Paris et il est livré prêt à l'emploi au sultanat. Les élégants flacons sont préparés à Mascate avant d'être conditionnés dans un emballage de luxe. Ils sont ensuite expédiés dans les boutiques de la marque au sultanat et dans les parfumeries haut de gamme du monde entier. L'encens, un présent de roi. Tel est le slogan de la maison Amouage, qui évoque ainsi les images ancestrales associées à la précieuse résine.
Car outre les rois mages, la légendaire reine de Saba aurait elle aussi quitté ses rivages, il y a 4000 ans, en emportant de grandes quantités d'encens destinés au roi Salomon. Une petite baie de l'océan Indien, aujourd'hui largement ensablée, abrite les ruines du port antique de Khor Khori et de l'ancienne cité de Samuram, construite au IVe siècle avant notre ère. Protégée par une double enceinte et des portes impressionnantes, la ville portuaire comprenait des temples, des ateliers, des puits et des entrepôts d'encens. De nombreux objets retrouvés ici témoignent des liens entre le sultanat et l'Inde, la région du Golfe ou encore la Méditerranée. Ici, ils ont atteint les soubassements. Et le canal passe en dessous? Il passe là-bas, à la limite du soubassement. Mais alors il est condamné. Non, non, il est encore ouvert. Et de l'autre côté? Là-bas, c'est fermé. Sur l'autre rive, ça se présente comment? Il a été restauré. Khor Khori s'inscrit dans le vaste réseau du commerce de l'encens, qui fit autrefois la richesse de la région. La deuxième étape de cette route de l'encens nous ramène à Salalah, à 2 pas du palais du sultan. Tournée vers la mer, la ville a de tout temps accueilli des visiteurs du monde entier, à l'instar de Marco Polo ou encore Simbad le marin, l'un des personnages des 1000 et une nuits, qui aurait lui aussi pris le large depuis ce port. Aujourd'hui encore, la vie s'organise autour de la côte. Le nouveau port de containers de Salalah profite d'un emplacement stratégique qui en fait l'un des premiers de l'océan Indien. Mais à l'origine, c'est sur l'encens que la ville a bâti sa prospérité. Les palais des marchands témoignent encore de cet âge d'or, même s'ils donnent aujourd'hui une impression de déclin, et doivent peu à peu céder la place à des immeubles modernes. Non loin de là, d'autres ruines ont été redécouvertes il y a quelques décennies et sont soigneusement conservées. Il y a 4000 ans, le site d'Al-Balid abritait l'un des plus grands ports du sud du monde arabe. Derrière vous se tenait le château et la grande mosquée. Cette cité a été décrite par le grand voyageur Ibn Battuta comme une ville prospère, faiblement peuplée et réservée à une élite. On y trouve aussi plusieurs dizaines de petites mosquées sur une surface très resserrée. En réalité, les habitants se livraient une concurrence acharnée pour attirer les visiteurs. Chacun avait donc fait construire sa propre mosquée. Dès qu'un voyageur s'arrêtait à Al-Balid, il choisissait une mosquée et devenait l'hôte du propriétaire des lieux. Al-Balid présente une autre particularité. On y a recensé au moins 3 cimetières. Les gens pensaient peut-être qu'il s'agissait d'un endroit sacré. C'est pourquoi ils souhaitaient y être inhumés. Ou alors, on pensait que c'était un endroit magique, hanté par une puissance occulte qui avait provoqué sa destruction. C'est peut-être pour cette raison que les ruines sont restées intactes et n'ont jamais été occupées par la suite. Au premier millénaire de notre ère, l'encens était une substance aromatique de première importance. C'est ici, dans la région du Dhofar, qu'on trouvait les meilleurs encens, cultivés, récoltés et exportés par les populations locales, soit par la mer, soit par la route, jusqu'à Shishar.
Chisaroubar est une oasis caravanière située au début du désert de Rub al-Khali. Khor-Khori était un port maritime destiné à l'exportation de l'encens. Al-Balid était l'une des plus grandes villes du sud de l'Arabie. Et c'est dans l'Ouadi d'Oka que l'on cultive l'arbre à encens. Ces 4 sites situés le long de l'ancien axe d'exportation forment aujourd'hui ce qu'on appelle la terre de l'encens, point de départ de la route de l'encens. La route de l'encens part de Salalah sur la côte. Ici, des sources jaillissent du sol et les versants des montagnes se couvrent chaque année de verdure pendant la mousson estivale. Mais dès que l'on quitte la région côtière, le paysage et la végétation changent brutalement. Un désert de pierre, la terre des Bédouins et de l'encens. Dans l'Ouadi d'Oka, le sultanat d'Oman réalise depuis quelque temps de nouvelles plantations de Boswellia sacra. Les jeunes arbustes ont besoin d'être irrigués et on ignore encore si ces cultures apporteront les rendements escomptés. Autour des rares points d'eau du désert, tout est désormais calme. Les Bédouins se sont installés dans des villages, et les caravanes d'encens ne s'arrêtent plus ici, même si quelques traces subsistent çà et là. Moussalem Bahit et ses cousins appartiennent à la tribu originaire des grottes de cette contrée. Ils y reviennent souvent. Les habitants de la région récoltent la résine d'encens depuis des milliers d'années. Autrefois, il y avait ici des entrepôts et des marchés. Mais aujourd'hui, il ne reste pratiquement que des ruines. Les entrepôts dataient de temps immémoriaux, de plusieurs milliers d'années. Ils avaient été construits dans la région parce que la présence de points d'eau garantissait la survie des populations. Peu à peu, toute la région est devenue un centre important du commerce de l'encens. Les récoltes étaient acheminées ici depuis les 4 coins de la région, puis stockées avant d'être vendues à des intermédiaires. Les caravanes d'encens partaient ensuite pour de nombreuses destinations. Aujourd'hui, une route goudronnée conduit à Chissar, aux confins du désert. Pour les caravanes de chameaux, il fallait compter plusieurs jours de voyage pour effectuer ce trajet. L'oasis caravanière de Chissar se trouve sur la terre des ancêtres d'Abdallah Salim et de son fils Bahit. Ce sont nos meilleurs dattiers. Il faudrait les sauver. Mais je suis vieux. Maintenant, c'est à toi de t'en occuper. Regarde, celui-ci est encore bien. Il faudrait surtout les arroser. Il y a une quinzaine d'années, on a mis au jour les restes d'un ancien fort au beau milieu de l'oasis d'Oubar.
Selon les archéologues, il s'agirait de la cité mythique que Laurence d'Arabie a surnommée dans ses mémoires l'Atlantide des sables. On vivait ici, dans l'Ouadi Malkhaït et dans les vallées alentours. Mais quand l'eau est devenue rare, il a fallu aller de plus en plus loin pour nous approvisionner et abreuver nos bêtes. Il y avait 3 autres sources très connues dans le désert, des sources permanentes. Mais la plus importante était celle de Chissar. On transportait l'encens de Dhofar à dos de chameau. Les caravanes passaient ici par 10, par 20 ou plus pour aller vers la Syrie, l'Égypte et d'autres pays. L'encens était notre unique source de revenus. De Chissar commençait la traversée du gigantesque désert du Roub al-Khali, surnommé le quart vide de la péninsule arabique. Il fallait 70 jours de voyage pour gagner la Méditerranée par l'une des plus anciennes routes commerciales de l'histoire. Ces brûleurs à encens en pierre sont vieux de 2000 ans. Les modèles contemporains sont façonnés à partir d'un sable particulier qui se trouve dans les montagnes de la côte. Avec la nouvelle route, l'approvisionnement est plus facile. Les femmes de la petite localité de Mirbat se sont spécialisées dans ces produits artisanaux. Je suis allée dans les montagnes récemment, donc on a suffisamment de sable pour un moment. On laisse cuire le brûleur pendant 2 ou 3 heures, parfois plus, tout dépend de sa taille. Puis on le retire du feu, on le laisse refroidir et on peut alors commencer à le décorer. Il y a 5 ou 6 types de décors possibles, en carré, en triangle et ainsi de suite. Les motifs peuvent varier à l'infini, à chacun ses goûts et ses couleurs préférées. Les brûleurs à encens de Mirbat sont ensuite vendus dans les bazars de tout le pays. Chaque foyer omanais en possède un exemplaire. Ainsi, l'odeur de l'encens sur le charbon incandescent est omniprésente au sultanat d'Oman, que ce soit autour des feux, dans le désert ou au sein même du palais du sultan. L'encens sert à accueillir les invités, à parfumer les vêtements. Autrefois, on tirait aussi parti de ses vertus désinfectantes et curatives. Mais l'utilisation médicinale de l'encens, autrefois très répandue, n'a presque plus cours aujourd'hui au sultanat d'Oman. C'est plutôt en Inde, aux États-Unis et en Europe que les chercheurs s'intéressent aux principes actifs de la résine du désert.
L'Institut pharmaceutique de l'Université de Tübingen dans le sud de l'Allemagne. La recherche sur l'encens a connu ici un regain d'intérêt dans les années 1980 grâce aux travaux du professeur Hermann Ammann. Travaux qui intéressent de près les laboratoires pharmaceutiques. Lors d'un voyage en Inde, il y a une trentaine d'années, le professeur Ammann, aujourd'hui à la retraite, tombe sur une poudre médicinale inconnue. Il la fait analyser et constate que c'est de l'encens. De quoi est fait l'encens? Nous avons consulté quelques ouvrages et appris que l'encens comportait de l'huile essentielle, qui lui donne son parfum, mais aussi des mucilages et ce qu'on appelle des acides de résine. Nous nous sommes renseignés sur la composition chimique de ces acides et nous avons découvert qu'il s'agissait de triterpènes pentacycliques. Ça ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais nous avons réussi à les extraire pour les soumettre à d'autres tests. Voilà l'origine de nos travaux sur l'encens. On l'utilisait déjà dans la médecine traditionnelle ayurvédique. Les Grecs s'en servaient, les Romains dans l'Antiquité et nos ancêtres du Moyen-Âge. Même à l'époque moderne, l'encens a figuré dans la pharmacopée allemande jusque dans les années 1950. Puis il a disparu soudainement. C'était le début de l'essor des médicaments chimiques et on a oublié peu à peu toutes sortes de remèdes traditionnels, notamment parce qu'on manquait d'études scientifiques à leur sujet. Oliver Wertz, le successeur du professeur Ammann, s'emploie justement à réparer ce manque. Le plus important au stade où en sont nos recherches, c'est que nous avons réussi à identifier la composition exacte des substances actives de l'encens. Nous avons aussi montré que ces substances sont à l'origine d'un effet anti-inflammatoire. Nous comprenons les systèmes enzymatiques et les effets moléculaires des composants de l'encens. Et nous pouvons maintenant en déduire sur quelle pathologie ils pourraient agir. L'arthrite rhumatoïde, l'arthrose, les douleurs d'une manière générale, les maladies dégénératives et neurodégénératives, voire la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques. L'encens est revenu à la mode. Des milliers de personnes en prennent en automédication. Mais ce n'est pas un médicament homologué. On ne peut se le procurer que sous forme de compléments alimentaires. Personne n'a besoin d'autorisation pour commercialiser de l'encens sous forme de compléments alimentaires. Et ça rapporte gros. Il me semble que c'est un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an, rien qu'en Allemagne. Le problème, c'est que ce commerce échappe complètement au contrôle des autorités publiques. La qualité pharmaceutique de ces compléments n'est pas vérifiée. À mes yeux, c'est là le point le plus important. Nous avons besoin d'un produit dont la qualité soit garantie et l'efficacité prouvée. Alors seulement, les médecins disposeront d'un produit homologué qu'ils pourront prescrire. Dans 3 à 5 ans, nous aurons suffisamment de données scientifiques. Nous pourrons faire une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'encens. Ces nouvelles avancées de la recherche sont également commentées par les doyens des Bédouins sur la terre de l'encens. Aujourd'hui, le monde entier découvre les propriétés de l'encens. C'est vrai? On fait des recherches en Inde et en Allemagne. Ah bon? On étudie par exemple le rôle de l'encens dans le traitement des tumeurs et dans d'autres maladies aussi. Nous, on a toujours utilisé l'encens comme médicament. On en donnait aux animaux. Les hommes aussi en prenaient. Pendant des siècles, tous nos remèdes ont été fabriqués à base d'encens. Quand les chameaux ont des problèmes d'estomac, qu'ils ne peuvent pas se nourrir, on leur donne de l'encens. Et quand leur pie est gonflée, on applique du distillat d'encens.
Et pour l'homme? On mélange de l'encens avec de l'eau. On peut le boire quand on est malade, en cas de maux d'estomac par exemple. Mais on peut aussi utiliser la résine d'encens comme lampe la nuit. On en fait une boule et on l'allume. Ça éclaire longtemps? Toute la nuit, il suffit d'une poignée de résine. L'encens a longtemps été très important dans le quotidien. C'était aussi notre seul médicament. Le Dhofar n'avait rien d'autre que l'encens. On vivait par la grâce de Dieu et de l'encens. C'est tout. Pourtant, vous faisiez aussi le commerce du sel. Qu'est-ce qui était le plus profitable? L'encens, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ici, tout le monde vivait de l'encens. Tu le vendais à qui, ton encens? Je le vendais au diable. Enfin, aux plus offrants, à des acheteurs de taka. Et tu gagnais beaucoup? Juste assez. J'ai trimé et donné le meilleur de moi-même. Mais ce sont les autres qui se sont enrichis. Tu as pu gagner de quoi payer une dot et te marier? Ou de quoi t'acheter un fusil ou encore un objet de valeur? Non, juste de quoi survivre. Ceux qui possédaient des vaches ou des chameaux vivaient de l'élevage. Ils n'avaient pas besoin de récolter de l'encens. Les vaches, on les nourrit de sardines sèches et elles produisent beaucoup de lait. Les chameaux, eux, trouvent de quoi manger dans le désert et la montagne. Ce sont ceux qui n'avaient pas d'animaux qui récoltaient de l'encens. Ceux qui n'avaient pas de bétail taillaient, coupaient. Et vous chantiez? Si tu ne récoltes pas d'encens, tu n'auras pas de bon pain. Si tu n'entailles pas les arbres, tu ne boiras pas d'eau fraîche. Vous mangiez bien à l'époque? Non, on était minces. Très mince? Les grichons même. On avait moins à manger qu'aujourd'hui. Juste de quoi survivre. C'est tout. Les frères Hassan et Mohad et leur beau-frère Moussalem vivent dans le petit village de Koubout. Les gardiens des traditions de l'encens se sont sédentarisés. Ils ne se rendent plus guère sur leurs anciennes terres. Seuls quelques ânes viennent encore s'abreuver à la source ancestrale qui a vu naître les plus âgés d'entre eux. Les tombes de la tribu sont laissées à l'abandon. Ces dernières années, beaucoup d'arbres à encens ont disparu. Il y avait des arbustes partout dans les vallées alentours. Maintenant, beaucoup sont morts. C'est à cause des chameaux? À cause de la nourriture pour chameaux qu'on importe. On leur donne des aliments concentrés, ça les rend dépendants et ils s'en prennent à tous les végétaux. On a planté des arbres à encens à Mascate et dans d'autres zones. Pour l'instant, ils poussent, mais ils ne produisent rien. Ils sont tristes, ces arbres. Ils ont le mal du pays. Et la résine d'encens somalienne ne dégage aucune odeur tant qu'elle ne brûle pas. C'est vrai? Le meilleur encens au monde provient toujours des ouadis du Dhofar, cela ne fait aucun doute. Mais il est de plus en plus rare. On emploie souvent des sottes, car la jeune génération des Bédouins d'Oman rechigne à faire ce travail pénible. Les quantités récoltées ne permettent plus d'atteindre les niveaux d'exportation d'autrefois.
Aujourd'hui, le sultanat exporte surtout du pétrole et du gaz naturel. Au pouvoir depuis 40 ans, le sultan Qaboos a fait entrer son pays dans la modernité avec prudence. On est loin de la démesure architecturale de Dubaï. Les inégalités sociales sont modérées, le taux d'alphabétisation est élevé et les principes écologiques progressent lentement, mais sûrement. Mais toute médaille a son revers. Tradition vieille de plusieurs milliers d'années, le commerce de l'encens a connu bien des hauts et des bas, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la rébellion du Dhofar dans les années 1960. De nos jours, la Somalie, l'Érythrée et l'Inde sont devenus les principaux exportateurs d'encens dans le monde. Face à cette production en déclin, les Omanais choisissent de conserver les meilleurs encens pour leur propre usage. Pour les découvrir, il faut se rendre dans les souks de Mascate et de Salalah. Il faut explorer les côtes, les montagnes et les déserts de ce pays magique, qui baigne du matin au soir dans la douce senteur ouatée de la résine d'encens.